Bonjour, j'aborde aujourd'hui à nouveau le triptyque HEC pour vous parler du rôle du convaincant, comment travailler ce rôle, comment le réussir et comment éviter les principales erreurs. Et je vais commencer tout de suite par la première règle qui est de connaître les lois depuis 1990. Lorsque vous arrivez, vous avez 15 minutes pour traiter un sujet qui est très souvent un sujet de sociopolitique ou de société qui va mettre en jeu une loi. J'ai étudié tous les sujets qui sont tombés depuis 10 ans et je peux vous affirmer que 80% de ces sujets portent sur une loi qui se situe entre 1990 et aujourd'hui. Il faut donc connaître les lois de 1990 sur la bioéthique, la loi sur la parité de 2000 puis de 2011, la loi Leonetti de 2005 et sa révision en 2016, la loi travail, la loi sur les retraites. Il faut ajouter la présomption d'innocence sous Guigou, la loi sur les 35 heures, la loi 214 sur le bien-être animal. En effet, si vous ne connaissez pas la loi qui correspond au sujet que vous avez à traiter, vous ferez nécessairement un hors-sujet. Alors si on ne vous a jamais dit cette chose qui est si évidente, c'est peut-être que vous êtes mal préparé. Et c'est tout à fait inutile de rater un concours à cause d'une épreuve qu'il est si facile de préparer et au fond si facile de réussir. Je vous citerai Sarah, par exemple, qui, suivie avec moi, a eu 19 sur 20. Alors, si jamais vous n'avez pas cet accompagnement précis en triptyque avec de nombreux entraînements, si vous souffrez de ne pouvoir vous préparer seul ou avec des étudiants qui n'ont pas le niveau, prenez rendez-vous avec moi en cliquant sur le formulaire ci-dessous. Deuxième règle d'or pour la partie convaincant, comment définir et reformuler le sujet. Il faut bien sûr comprendre les termes et vous devez y passer un tout petit peu de temps parce qu'un hors-sujet est rédhibitoire. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la parité. Par exemple, si vous confondez la parité avec l'égalité homme-femme, ce qui est très souvent le cas en triptyque, vous ne pourrez pas remonter la barre, même dans la partie du débat, et vous vous condamnez à avoir une note en dessous de 7. Enfin, faut-il reformuler ou non le sujet? Oui, si le sujet n'est pas traitable tel quel, si les termes sont ambigus, si la question est floue ou trop complexe, si elle n'est pas dialectique, puisque vous devez développer une thèse, il faut que ce soit une question dialectique. N'hésitez pas de toute façon à le reformuler avec vos mots pour qu'il soit bien compréhensible et très clair. En revanche, il serait ridicule de reformuler certains sujets qui sont absolument évidents. Mais vous pouvez bien les expliciter. Faut-il être végétarien? Que signifie le faut-il? Est-ce une obligation morale? Doit-on légiférer? Ou est-ce que ça signifie est-il bon de? Pour ou contre la parité homme-femme, ça signifie clairement est-on pour ou contre une politique de quotas ou de discrimination positive? C'est ça qu'il faut comprendre dans la question. Troisième règle d'or pour la partie convaincant, vous devez avoir des arguments pleins, c'est-à-dire aucun argument ne doit être restrictif. Ce sont les arguments forts de la thèse que vous devez défendre. Pour tenir 4 minutes d'ailleurs, ces arguments, en général, il faut les exemplifier ou les asseoir sur des cas concrets. Mais ce que cela signifie là, c'est que des arguments ne doivent en aucun cas être des restrictions. Alors, je ne parle même pas de ceux qui ne connaissent pas la méthode ou qui ne s'entraînent pas et qui développent une thèse et une antithèse dans la partie convaincante. Ça, c'est évidemment absolument rédhibitoire, mais couper l'herbe sous le pied du répondant et anticiper le débat est considéré comme une faute majeure dans la notation. Alors si cette vidéo vous plaît, si vous apprenez des choses, n'hésitez pas à vous abonner, je fais bien d'autres vidéos sur le triptyque, sur l'entretien et sur tous les euros de concours. Quatrième règle d'or, lorsque vous préparez pendant les 15 minutes, gardez de côté tous les arguments de l'antithèse, toutes les idées qui vous viennent, qui amènent à nuancer la thèse. Il ne faut pas les dire dans la partie convaincant, en revanche dans la partie débat, vous devrez les amener. C'est indispensable parce que l'exercice commande que vous vous déplaciez, que vous apportiez des nuances à votre thèse. Ainsi, si jamais vous êtes avec un répondant qui ne sait pas quoi dire, qui bafouille, qui n'a pas d'idée, vous avez les idées du débat. Vous pouvez animer ce débat. Vous pouvez vous déplacer. Vous n'avez pas besoin de ces objections ou de ces arguments d'antithèse. Pour un sujet sur la peine de mort, n'oubliez pas de garder l'idée de la perpétuité réelle pour la réutiliser à la fin du débat. Vous pourrez ainsi vous déplacer et conclure tous les deux sur le fait que la perpétuité réelle doit, dans certains cas, être appliquée. Je passe à la 5e règle d'or pour réussir la partie convaincante et savoir comment travailler cette position. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà abordé à propos des idées de restriction. Préparez-vous peut-être à devoir animer le débat. Évidemment, dans la méthode classique du triptyque, c'est le répondant qui anime le débat. Mais si vous tombez avec un répondant qui ne sait pas le faire, il faudra que ce soit vous qui preniez les rênes de cet échange. Ainsi, n'hésitez pas, si vous voyez le répondant hésiter, posez-lui des questions ou même déplacez-vous d'office sur votre propre position. Et dans la même lignée, préparez-vous à conclure à 4 minutes 45. Et de manière générale, préparez-vous à conclure le débat.
Combien de fois j'entends des débats qui sont des interviews du convaincant où le répondant pose une question très longue à 4 minutes 50. Vous ne pourrez pas répondre à cette question. Concluez en répondant. Et d'ailleurs, si vous voyez que le débat prend des allures de questionnaire, d'interview, n'hésitez pas à questionner vous-même le répondant pour casser cette impression d'interview. Un débat, ça se fait à deux et vous serez tenu responsable s'il s'écroule complètement. 7e conseil, ce n'est pas parce que vous avez réfléchi un quart d'heure que vous savez tout sur la question. Et il est possible que le répondant soit plus perspicace que vous. Lui aussi, il a réfléchi pendant les 4 minutes pendant lesquelles vous parliez et peut-être qu'il a vu qu'il y avait un hors-sujet. Peut-être qu'il a vu que vous n'aviez pas bien compris la question. Peut-être qu'il connaît la loi que vous ignorez. Là, la chose la plus importante, c'est d'être capable de vous corriger. Le triptyque est une épreuve de concentration. Si vous êtes parti dans un contresens sur la parité, si vous avez traité de l'égalité et que vous voyez aux questions du répondant que vous vous êtes trompé, surtout corrigez-vous. Ma grande expérience de jury de triptyque me montre exactement l'inverse. Très souvent, le répondant a compris qu'il y avait un problème, mais il n'ose pas le dire directement. Il n'ose pas corriger frontalement le convaincant. Et on part dans quelque chose de très flou, de très approximatif. Parce que comme le répondant n'est pas assez affirmatif, n'est pas assez restrictif, le convaincant s'enlise dans son erreur. Alors évidemment, il faudrait que le répondant soit ferme. Mais à défaut, si vous le voyez émettre quelques objections qui font sens, surtout prenez du recul et réfléchissez. C'est vous qui avez eu tort. Corrigez-vous, ça fera remonter votre note. Voilà, et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur la partie répondant.